Mes parents ont vendu ma maison pour les dettes de mon frère. Mon père m'a traité d'égoïste, mais j'ai ri. J'ai appelé mon avocat, la procuration était révoquée depuis des années. J'espère qu'il aime la prison. Alors que je restaurais un manoir à 3 états de là, ma voisine, Madame Dubois, m'a appelé pour me demander pourquoi des déménageurs étaient en train de vider ma maison. Mes parents avaient falsifié ma signature pour vendre ma maison et payer les dettes de mon frère. J'ai donc lancé un audit légal auquel ils ne s'attendaient jamais. La vibration de mon téléphone contre l'échafaudage ressemblait à une intrusion. J'étais à 9 mètres de hauteur, en équilibre sur une planche étroite tout en retirant délicatement les couches de vernis centenaire d'une moulure de plafond. C'était mon sanctuaire, l'odeur de sueur de bois, la concentration tranquille, la distance par rapport au bruit chaotique du monde moderne. J'étais spécialiste en restauration de maisons historiques, un travail qui exigeait de la patience, une main ferme, et souvent des mois passés à vivre sur la route dans des états éloignés de chez moi. J'ai essuyé une tache de poussière de mes lunettes de protection et j'ai regardé l'écran, Madame Dubois. Mon estomac a eu un étrange spasme involontaire. Madame Dubois était ma voisine dans l'Ohio, une femme douce mais très réservée, âgée dans les 70 ans, qui passait ses journées à s'occuper de ses hortensias primées. Elle avait mon numéro uniquement pour les urgences, incendies, inondations ou sang. Au cours des 4 années où j'avais vécu à côté d'elle, elle ne m'avait appelé qu'une seule fois, pour me dire qu'un camion de livraison avait heurté ma boîte aux lettres. J'ai enlevé mon lourd gant de travail, mes doigts engourdis, et j'ai balayé pour répondre. « Allô, Madame Dubois. Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable malgré la soudaine accélération de mon rythme cardiaque. « Alice, chérie. » Sa voix crépitait au bout du fil, mince et tremblante. « Je ne voulais pas vous déranger au travail. Je sais que vous êtes parti, mais le bruit est terrible, et je m'inquiétais pour vos rosiers. » J'ai froncé les sourcils, me retenant contre le mur. « Du bruit ? Quel bruit ? Je suis en Géorgie, Madame Dubois. Personne ne devrait être chez moi. » Il y eut une pause à l'autre bout, un silence si lourd qu'il semblait que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix est tombée au murmure. « Alice, il y a 2 gros camions dans votre allée. Le panneau vendu est apparu sur la pelouse il y a 3 jours, mais je pensais que vous le saviez. J'ai vu votre père laisser entrer les hommes ce matin. Ils sortent des meubles depuis des heures. Le monde a vacillé. J'ai tendu la main et agrippé la moulure que j'étais en train de poncer pour ne pas tomber de l'échafaudage. Panneau vendu, ai-je répété, les mots ayant le goût de cendre dans ma bouche. Madame Dubois, dites-moi exactement ce que vous voyez. C'est un déménagement rapide, ma chère. Et oh là là, ils viennent de sortir cette belle table de salle à manger en chêne que vous avez restaurée à Noël dernier. Alice, votre père est juste là avec un presse-papier. Je lui ai fait signe, mais il m'a tourné le dos. Ma vision s'est brouillée. Une sueur froide a perlé sur ma nuque, me glaçant instantanément malgré l'humidité de l'été géorgien. Ma maison, mon bungalow artisanal que j'avais acheté en ruine et passé 4 ans à restaurer avec amour de mes propres mains. Chaque carreau, chaque plancher, chaque accessoire était quelque chose que j'avais sourcé et installé. C'était la seule chose au monde qui m'appartenait légalement. Madame Dubois, dis-je, ma voix semblant méconnaissable, comme si elle venait de sous l'eau. Merci d'avoir appelé. S'il vous plaît, si vous pouvez, prenez juste une photo. Juste une photo, et ne les laissez pas vous voir. Je l'ai déjà fait, ma chère. Je vous l'envoie maintenant. J'ai raccroché. Un instant plus tard, mon téléphone a bipé. La photo était floue, prise à travers un moustiquaire, mais elle était assez nette. Il y avait le camion. Il y avait la porte d'entrée ouverte de mon sanctuaire. Et là, debout sur mon porche, l'air impérieux et commandant dans son coupe-vent beige, se tenait mon père, Camille. Il pointait du doigt mon canapé, dirigeant un étranger pour le charger. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant, un évidemment physique complet, comme si mes organes internes étaient devenus de la glace. Je n'étais pas seulement volé, j'étais effacé. La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était une exécution délibérée de ma vie par les personnes qui étaient censées la protéger. J'ai descendu l'échafaudage avec une précision mécanique, ma mémoire musculaire prenant le relais là où mon cerveau avait court-circuité.
J'ai décroché mon harnais de sécurité, rangé mes outils dans leurs emplacements désignés dans ma boîte, et je suis sorti du chantier de restauration pour rejoindre ma voiture de location. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois avant de pouvoir déverrouiller la porte. Une fois à l'intérieur de la chaleur étouffante de la voiture, la réalité m'a frappé comme un coup physique. Je me suis affalé sur le volant, haletante. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vraiment vendu. J'ai saisi mon téléphone à nouveau. Mes doigts ont volé sur l'écran, composant le numéro de ma mère, Bérénice. Ça a sonné, et ça a sonné, et ça a sonné. Bonjour, vous avez joint Bérénice. Laissez un message. Son message vocal joyeux m'a semblé une gifle. J'ai raccroché et j'ai composé le numéro de Camille, directement sur messagerie vocale. J'ai composé celui de mon frère, Jérôme. La ligne était occupée. Bien sûr qu'elle l'était. Je me suis assise, me forçant à respirer. La panique montait dans ma gorge, une marée acide et bouillonnante. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de savoir comment tout cela était même possible. J'étais la seule propriétaire. Mon nom était sur l'acte. Mon nom était sur l'hypothèque. Je n'avais rien signé. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vérifié le statut de mon prêt immobilier. Statut du prêt, paiement en attente. Les mots me fixaient, innocents et horribles. Quelqu'un avait initié une clôture. Quelqu'un avait déclenché un remboursement anticipé. J'ai composé le numéro fixe de mes parents, un numéro qu'ils utilisaient rarement mais qu'ils conservaient pour les urgences. À ma grande surprise, ma mère a décroché à la 2e sonnerie. Allô, sa voix était essoufflée, distraite. Je pouvais entendre des cliquetis en arrière-plan, comme de la vaisselle qu'on déplace. Maman, dis-je. Le simple mot est sorti étranglé. Alice, elle semblait surprise, mais pas heureuse. Il y avait une énergie frénétique et étrange dans son ton. Alice, chérie, je ne peux pas parler maintenant. Nous avons un peu une crise familiale. Nous sommes très occupés. Une crise. J'ai serré si fort le volant que le cuir a craqué. Est-ce que cette crise implique des déménageurs qui vident ma maison dans l'Ohio pendant que je suis en Géorgie? Silence. Un silence mortel absolu. Puis elle a soupiré. Ce n'était pas un soupir de culpabilité. C'était le soupir d'un parent s'occupant d'un enfant qui refuse de manger ses petits pois. Oh, Alice, ne sois pas dramatique, dit Bérénice, sa voix adoptant ce ton familier et méprisant que je connaissais depuis toute ma vie. Nous ne voulions pas t'inquiéter pendant ton petit voyage de travail. Tu sais à quel point tu deviens stressé. Stressé, ai-je murmuré, ma voix s'élevant en ton. Maman, Madame Dubois dit qu'il y a un panneau vendu sur ma pelouse. Papa charge mes meubles dans un camion. Qu'avez-vous fait? Nous avons fait ce qui devait être fait, claqua-t-elle, sa façade se fissurant. Jérôme est en difficulté, Alice. De vrais ennuis cette fois. Il a besoin de liquidités immédiatement. Nous ne pouvions pas attendre que tu reviennes pour hésiter à propos de ton espace. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu voyages toujours pour ces vieilles maisons poussiéreuses. Nous avons pris une décision exécutive pour la famille. Vous avez vendu ma maison, dis-je, les mots espacés, lents et lourds. Vous avez falsifié ma signature. Nous avons utilisé la procuration que tu as signée il y a 3 ans lorsque tu es allé en Europe, rétorqua-t-elle triomphalement. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux, et franchement, c'est égoïste de ta part de thésauriser un actif de 3 chambres alors que ton frère fait face à des complications juridiques. Nous discuterons des détails à ton retour. Nous avons mis tes affaires personnelles dans un garde-meuble, celui pas cher de la 5e rue. Maintenant, je dois y aller. Le notaire est là pour le transfert final. Maman, n'y va pas. Clic. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, l'écran devenant noir. Il me croyait sans défense. Il croyait que parce que j'étais la silencieuse, celle qui travaillait avec le bois et la pierre au lieu des gens, celle qui réparait toujours les choses, j'allais simplement accepter cela. Il croyait que la procuration d'il y a 3 ans, un document limité que j'avais signé uniquement pour qu'ils puissent signer des colis pendant que j'étais en Italie, était leur ticket d'or. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, remplacé par une clarté froide et nette,
je me suis souvenu de quelque chose. J'ai ouvert ma boîte à gants et j'ai fouillé dans la pile désordonnée de papiers que je gardais avec moi. Immatriculation, assurance, vieux reçus, et là, au fond, un dossier bleu. À l'intérieur se trouvait une copie de la lettre de révocation que j'avais déposée auprès du greffier du comté il y a 2 ans, juste après avoir surpris Jérôme essayant d'utiliser ma carte de crédit. J'avais officiellement révoqué cette procuration. J'avais envoyé une copie certifiée à mes parents, qu'ils avaient signée. Ils avaient oublié ou simplement ne s'en souciaient pas, supposant que je n'aurais pas le cran de l'utiliser contre eux. Ils pensent que je suis toujours la fille qui veut juste leur plaire, dis-je à la voiture vide. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, j'étais plus qu'une restauratrice. J'étais une chercheuse. Je savais comment trouver des traces écrites et je savais comment y enterrer des gens. Pour comprendre pourquoi mes parents démoliraient ma vie pour sauver mon frère, il fallait comprendre Jérôme. Jérôme avait 6 ans de moins que moi. Il était né quand mes parents commençaient à gagner de l'argent. Et il était le prince du foyer. Il était charmant, beau, et totalement incapable d'assumer la responsabilité d'une seule de ses actions dans sa vie. Quand nous étions enfants, si Jérôme cassait un vase, c'était parce que je l'avais distrait. S'il ratait un examen, c'était parce que le professeur était injuste. En tant qu'adulte, le schéma est simplement devenu plus coûteux. J'avais travaillé depuis l'âge de 16 ans. J'avais payé mes propres études. J'avais construit ma carrière à partir de zéro, en commençant comme apprenti menuisière et en progressant jusqu'à devenir spécialiste principal. Ma maison, ce bungalow de la rue des Lilas, était la manifestation physique de mon travail acharné. Je l'avais achetée en saisie immobilière. Elle avait des trous dans le toit, de la moisissure dans la cave et des ratons laveurs dans le grenier. Pendant 4 ans, chaque week-end et chaque centime épargné ont été consacrés à cette maison. Je ponçais les planchers à la main jusqu'à ce que mes empreintes digitales disparaissent. Je chassais la quincaillerie en laiton d'époque. Je refaisais le vitrage des fenêtres d'origine. Ce n'était pas juste une maison. C'était mon chef-d'œuvre. Jérôme, en revanche, avait des projets. Il a eu une phase crypto qui a coûté 20 000 € à mes parents. Il a eu une entreprise de revente de baskets de luxe qui s'est terminée par un procès. Il a eu une carrière de DJ qui n'a engendré que des plaintes pour bruit et une camionnette détruite. Et à travers tout cela, Bérénice et Camille l'ont encouragé. Ma mère, Bérénice, était une femme obsédée par les apparences. Elle était la présidente du comité social de l'église, une femme qui portait des perles au supermarché et parlait d'une voix douce et mélodieuse qui masquait un cœur de manipulation digne d'un piège à ours. Pour elle, la famille signifiait protéger l'image. Les échecs de Jérôme étaient des fissures dans l'image qu'il fallait plâtrer, généralement avec de l'argent. Mon père, Camille, était un expert en sinistre à la retraite. C'était un homme qui croyait que le monde lui devait quelque chose. Il était bruyant, fanfaron et profondément chauvin. Il considérait ma carrière comme un passe-temps mignon et mon indépendance comme une insulte personnelle. Il plaisantait souvent lors des dîners de famille que je devais trouver un mari pour arrêter de jouer avec des marteaux. Mais la vraie toxicité n'était pas seulement l'orgaterie de Jérôme. C'était l'acte de prédation sur moi pour le soutenir. Au fil des ans, les prêts qu'il demandait sont devenus des exigences. Les culpabilisations sont devenues des ultimatums. Tu as tellement de choses, Alice, disait Bérénice, en regardant mon compte d'épargne. Jérôme n'a besoin que d'un coup de pouce. Mais ceci était une escalade à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis assise dans la voiture de location, reconstituant le calendrier. Jérôme devait avoir des ennuis profonds. Des complications juridiques, avait dit Bérénice. Cela signifiait généralement des usuriers ou de la fraude. Pour le renflouer, ils avaient besoin d'une injection massive d'argent. Ma maison, vide pendant mon absence, devait ressembler à une tirelire attendant d'être brisée. L'antagoniste ici n'était pas seulement l'acte de vendre la maison. C'était la dynamique elle-même. C'était Jérôme se plaignant probablement en ce moment même à eux de l'injustice de sa vie. C'était Camille gonflant la poitrine, se sentant comme le patriarche résolvant un problème en sacrifiant les actifs de l'enfant jetable. Et c'était Bérénice rationalisant le crime comme un acte d'amour maternel. J'ai pensé à l'acheteur mentionné au téléphone, celui qui achète une maison en 3 jours. J'ai consulté l'annonce en ligne. Elle avait été publiée sur Zillow il y a 4 jours. Paiement en espèces uniquement, rapide, en l'état.
Le prix était étonnamment bas, au moins 50 000 € en dessous de la valeur marchande. Il liquidait ma vie. Et puis j'ai vu l'agent immobilier mentionné. Jérôme Vance. Mon frère n'était pas agent immobilier, mais il avait brièvement étudié pour la licence il y a 1 an avant d'abandonner. Avait-il aussi falsifié cela, ou listait-il la vente en tant que propriétaire en utilisant mon identité? Le niveau de fraude était stupéfiant, vol d'identité, contrefaçon, fraude immobilière. J'ai regardé à nouveau la photo que Madame Dubois m'avait envoyée. Camille souriait. Il semblait fier. Il vendait ma table à manger préférée, probablement pour une bouchée de pain, pour faire de la place pour les nouveaux propriétaires. J'ai senti les larmes sécher enfin, remplacées par une rage froide et calculatrice. Il voulait une restauration. Très bien, je les mettrai à nu jusqu'aux fondations. Je ne me suis pas précipité hors de la voiture de location. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je suis resté assise dans la chaleur oppressive de la Géorgie. Et j'ai laissé la logique froide de ma profession prendre le dessus. En restauration, quand vous trouvez de la pourriture dans une poutre maîtresse, vous ne la peignez pas. Vous l'exposez. Vous étayez la structure et vous la coupez. Mon premier appel n'était pas à la police. C'était à Marcus Thorne. Marcus était un avocat spécialisé en immobilier dans l'Ohio, un homme avec un sourire de requin et la ténacité d'un pitbull. J'avais travaillé avec lui sur 2 servitudes de préservation historique. Il n'était pas bon marché, mais il était mortel. Alice, répondit-il à la 2e sonnerie. Je pensais que tu étais à Savannah en train de sauver des moulures antibelliques. J'ai besoin de vous engager immédiatement. Sur une base forfaitaire, dis-je, ma voix sonnant étrangement calme, même à mes propres oreilles. Mes parents tentent actuellement de conclure une vente sur ma résidence principale en utilisant une procuration que j'ai révoquée il y a 2 ans. Des déménageurs sont sur place. Ils affirment que la clôture est imminente. J'ai entendu le son distinct d'une chaise qui grinçait alors que Marcus se redressait. Le ton jovial avait disparu. Révoqué? Vous avez le dépôt? J'ai la copie estampillée du greffier du comté dans ma boîte à gants, ai-je confirmé. J'ai besoin que vous arrêtiez la vente. J'ai besoin que vous geliez tout. D'accord, écoutez-moi, dit Marcus, sa voix tombant en mode juridique rapide. Si la clôture a lieu aujourd'hui ou demain, nous devons déposer immédiatement une pendant. Cela met un nuage sur le titre. Aucune compagnie de titres en Amérique n'assurera le transfert s'il y a un litige en cours. Cela gèle la propriété sur place. Je peux le déposer électroniquement dans l'heure. Mais Alice, si l'argent a déjà changé de main, ça devient plus compliqué. Maman a dit que le notaire était là, répondis-je, vérifiant l'heure. Faites-le. Déposez la pendant, et Marcus, je veux une comptabilité médico-légale de la transaction. Je veux savoir qui est l'acheteur, qui est la compagnie de titres, et sur quel compte bancaire exact cet argent est transféré. Considère ça fait. Je vais rédiger la plainte pour fraude et contrefaçon pendant que j'y suis. Tu rentres? Je pars maintenant. J'ai raccroché et démarré le moteur. La route de Savannah à l'Ohio était de 10 heures. Je l'ai faite en 9. Pendant 9 heures, je n'ai écouté ni musique ni podcast. J'ai conduit en silence, alimentant mon adrénaline avec de la caféine et de la rage. Mais alors que les kilomètres défilaient, j'ai utilisé ce temps pour fouiller. J'avais mon iPad monté sur le tableau de bord. Et alors que j'étais en toute sécurité arrêté sur des aires de repos, je suis devenu une enquêtrice médico-légale numérique. Je connaissais les mots de passe de Jérôme. Il était paresseux et utilisait la même variation de son numéro de maillot de football du lycée pour tout. Je me suis connecté à son email d'abord. C'était une zone sinistrée de spam et d'avis de retard, mais j'ai cherché contrat, prêt urgent. Et là, il y était. Pas un prêt d'une banque, mais une série de mails menaçants d'un utilisateur nommé Vegas Vini 77. Objet, dernier avis. Jerry Body, tu es à court de temps. 80 000 € vendredi où nous contacterons ta famille. Et par contacter, nous entendons visiter. 80 000 €. Jérôme avait perdu 80 000 € en ligne au jeu. Mais ensuite, j'ai trouvé la 2e chaîne de mai. Celle-ci était entre Jérôme et mon père, Camille. De Camille à Jérôme. Objet, réglé. Corps. Ne t'inquiète pas, mon fils.
Ta mère et moi avons géré ça. La place d'Alice est là à prendre la poussière. De toute façon, nous avons trouvé un acheteur au comptant, un flipper qui veut une affaire rapide. Nous utilisons la procuration. Garde juste ta bouche fermée jusqu'à ce que le virement arrive. Nous lui dirons que c'était un problème d'expropriation ou autre plus tard. Elle est fragile. Elle va s'en remettre. Elle est fragile. J'ai répété à voix haute, les mots rebondissant sur le pare-brise. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils ont organisé une réunion stratégique à ce sujet. Ils ont discuté de mon caractère remplaçable. Ils ont évalué ma valeur en tant qu'être humain et ont décidé que je n'étais rien de plus qu'un actif à liquider pour sauver l'enfant d'or. Je suis arrivé dans ma ville à 20 heures. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres bleues sur les rues de la banlieue. J'ai tourné dans la rue des Lilas, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Là, c'était ma maison. Le panneau vendu avait disparu. Le camion de déménagement avait disparu, mais la maison semblait étrange. Le porche était vide. Mes chaises berçantes avaient disparu. Les rideaux de la fenêtre avant avaient disparu, laissant la maison ressembler à un crâne aux yeux creux. Et dans l'allée se trouvait la berline beige de mes parents. Je ne me suis pas garé dans l'allée. Je me suis garé dans la rue, les bloquant. J'ai marché sur le chemin que j'avais posé moi-même, en marchant sur les pierres plates que j'avais sélectionnées à la main dans une carrière il y a 3 ans. La porte d'entrée était déverrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Pourquoi verrouiller une maison que vous avez déjà vendue? J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappé en premier. Ce n'était pas l'odeur de mes diffuseurs de lavande ou de la cire pour bois ancienne que j'utilisais. Ça sentait la nourriture à emporter et le parfum bon marché, le parfum de mon père. Le salon était à moitié vide. Mon canapé restauré des années 1920 avait disparu. Mes étagères étaient vides. Ma collection de livres d'histoire de l'architecture était emballée et empilée négligemment près de la porte. Dans la cuisine, assis autour de mon îlot de petit déjeuner, se trouvaient Bérénice, Camille et Jérôme. Ils mangeaient de la pizza dans la boîte. Il y avait une bouteille de champagne. Mon champagne. Une bouteille vintage que j'économisais pour mon jour de mariage. Ouverte sur le comptoir. Ils ont levé les yeux quand j'ai franchi l'arche. Le silence qui a suivi était absolu. Jérôme s'est figé, une tranche de pizza au pepperoni à mi-chemin de sa bouche. Il avait l'air hagard, des cernes sombres sous les yeux, mais il portait une nouvelle montre. Bérénice fut la première à se remettre. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette et s'est levée, lissant sa jupe. Elle a mis ce sourire, celui qui n'atteignait pas ses yeux, celui qu'elle utilisait quand elle essayait de retourner un article qu'elle avait clairement cassé. Alice, s'est-elle exclamée, sa voix montant d'une octave. Nous ne vous attendions pas si tôt. Nous allions vous appeler. Asseyez-vous, dis-je. Ce n'était pas une requête. Ma voix était basse, plate et dure. C'était la voix d'un contremaître disant à une équipe que quelqu'un venait d'être licencié. Camille s'est levée, son visage devenant rouge. Maintenant, voyez-vous, Alice, n'entrez pas ici en donnant des ordres. Nous sommes vos parents. Nous sommes intervenus pour gérer une crise parce que vous étiez en Géorgie à jouer dans la saleté. Vous avez vendu ma maison, dis-je, avançant davantage dans la pièce. Je n'ai pas regardé Jérôme. J'ai gardé mes yeux fixés sur Camille. Nous avons utilisé un actif comme levier, corrigea Camille, gonflant la poitrine. Jérôme était en difficulté. De vrais ennuis. Nous n'avions pas les liquidités. Vous en avez. Nous avons pris une décision de famille. La vente a été conclue cet après-midi. L'argent est déjà dans le compte séquestre programmé pour être viré demain matin. Et où sont mes meubles, demandai-je, regardant l'espace vide où se trouvait autrefois mon vaisselier antique. Au garde-meubles? Bérénice fit un geste dédaigneux. Eh bien, nous avons vendu quelques-unes des plus grosses pièces au nouveau propriétaire. Il voulait que ce soit meublé. Nous avons obtenu un bon prix, Alice. Tu devrais nous remercier. Tu peux revenir vivre avec nous pendant un moment. Économiser de l'argent. Il est temps que tu te calmes de toute façon. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient agacés. Ils étaient agacés que je gâche leur célébration.
Ils croyaient sincèrement que leur autorité de parents supplantait la loi. Ils croyaient que parce que j'étais leur fille, j'étais leur propriété. Vous avez utilisé la procuration, dis-je. Oui, dit Camille avec défi. Et Dieu merci, nous l'avions. La procuration que j'ai révoquée il y a 2 ans, dis-je clairement. La pièce devint immobile. Les yeux de Camille vacillèrent. Bérénice se figea. Jérôme regarda sa pizza. Je ne sais pas de quoi tu parles, bredouilla Camille, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Nous n'avons jamais reçu de révocation. J'ai le reçu de courrier recommandé, papa. Signé par toi. 14 juin 2024. J'ai menti sur la date, mais je savais que j'avais le reçu. Et plus important encore, j'ai le dépôt estampillé du greffier du comté. J'ai fait un pas de plus vers l'îlot. Mais voici la partie que vous allez détester, dis-je, m'appuyant les mains sur le comptoir. J'ai appelé mon avocat il y a 4 heures. Nous avons déposé une lie pendant sur cette propriété. À partir de 16h30, le titre est gelé. La vente ne peut pas être enregistrée et ce virement que vous attendez demain matin. Il ne viendra pas. La compagnie de titres a été informée d'une fraude potentielle. L'antirage est verrouillé. Jérôme laissa échapper un bruit. Un gémissement aigu et étranglé. Il laissa tomber la pizza. Quoi? Non, non, Alice, tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait, dis-je. Espèce de fille stupide, cria Camille, frappant le comptoir de sa main. Tu as une idée de ce que tu as fait? L'argent n'est pas pour nous. C'est pour Vinny. Pour les 80 000 € que Jérôme a perdus au jeu, dis-je. Jérôme devint livide. Bérénice haleta, sa main couvrant sa bouche. Comment as-tu? Je sais tout, dis-je. Je sais pour la dette. Je sais que vous avez planifié cela par email. Et je sais que vous avez commis un crime aujourd'hui. Vous avez falsifié ma signature sur un document de clôture en utilisant un instrument juridique annulé. C'est de la fraude. C'est un vol qualifié. Nous sommes ta famille, cria Bérénice, des larmes jaillissant soudainement de ses yeux. Les larmes instrumentalisées que je connaissais si bien. Comment peux-tu être si égoïste? La vie de ton frère est en jeu. Ces gens, ils vont lui faire du mal, Alice. Alors il aurait dû y penser avant de parier 80 000 € qu'il n'avait pas, répondis-je froidement. Arrête ça, grogna Camille, faisant le tour de l'îlot, se penchant sur moi. Il utilisait sa taille physique pour intimider, une tactique qui avait fonctionné quand j'avais 12 ans. Appelle l'avocat. Lève la lie pendant maintenant, ou je te jure, Alice, qu'il ne restera plus de famille. Je levai les yeux vers lui. Je ne bronchais pas. Je n'ai pas de famille, dis-je. J'ai des voleurs qui ont fait irruption dans ma maison. L'impasse dans la cuisine fut brisée par la sonnerie d'un téléphone portable. C'était celui de Jérôme. Il regarda l'écran et commença à trembler, vibrant visiblement. Il ne répondit pas. Est-ce que c'est eux? Demanda Camille, son arrogance disparaissant, remplacée par une peur palpable. C'est Vinny, murmura Jérôme. Il veut le numéro de confirmation pour le virement, siffla Bérénice. Dis-lui demain. Dis-lui qu'il y a eu un retard bancaire. Je ne peux pas, s'écria Jérôme en se levant. Il sait. Il sait que la maison était l'actif. Si la vente n'aboutit pas, il me regarda, les yeux grands ouverts et terrifiés. Alice, s'il te plaît, je t'en prie. Il ne plaisante pas, laisse juste la vente se faire. Je te rembourserai. Je jure que je trouverai un emploi. Je ferai n'importe quoi. Tu n'as jamais remboursé un centime de ta vie, Jérôme, dis-je. Alice, regarde-moi, supplia Bérénice, attrapant mon bras. Je me suis écarté de son contact. C'est une question de vie ou de mort. Nous pourrons discuter de la maison plus tard. Nous pourrons discuter de l'argent plus tard. Mais en ce moment, nous devons sauver ton frère. Vas-tu vraiment le laisser se faire blesser pour un bâtiment? Ce n'est pas un bâtiment, dis-je. C'est ma vie. Et vous n'avez pas seulement vendu un bâtiment. Vous avez vendu ma confiance. Vous avez vendu ma sécurité. Mais alors que je les regardais, Jérôme sanglotant, Bérénice hystérique, Camille faisant les 100 pas comme un animal en cage, j'ai réalisé le piège dans lequel j'étais.
Si je tenais bon et que Jérôme était réellement blessé, il m'en tiendrait responsable pour toujours. Je serais la méchante dans le récit familial pour le reste de ma vie. Alice a laissé son frère se faire battre pour de l'argent. Mais si je cédais, je perdais tout, ma maison, mon capital, ma dignité. J'avais besoin de changer le champ de bataille. Je ne lèverai pas la lie pendant, dis-je. Espèce d'idiote égoïste, commença Camille. Mais j'ai élevé la voix, le coupant. Je pourrais avoir une autre solution. Qui est l'acheteur? Camille s'arrêta. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça compte, dis-je. Parce que si l'acheteur est un flipper, il veut la maison pour le capital. Si l'acheteur est l'un des hommes de Vinny, c'est du blanchiment d'argent. Qui est-ce? C'est une LLC, admit Camille. QMR Holdings. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Marcus, le mettant en haut-parleur. Marcus, cherche QMR Holdings dans le registre de l'État. Maintenant. Alice, il est 21h, grogna Marcus, mais j'ai entendu des frappes. Un instant plus tard, trouvé. Quick Move Reality. L'agent enregistré est Vincent Morty. J'ai regardé Jérôme. Vinny est l'acheteur. Jérôme hocha la tête, regardant le sol. Il a dit qu'il prendrait la maison en paiement de la dette, plus 20 000 € supplémentaires en espèces pour que je m'éloigne. L'image est devenue claire. C'était pire que ce que je pensais. Il ne vendait pas la maison à valeur marchande pour payer une dette. Il donnait un actif de 400 000 € à un requin solitaire pour régler une dette de 80 000 €. Mes parents donnaient littéralement 300 000 € de mon capital à un criminel parce qu'ils étaient trop paniqués pour faire des calculs. Espèce d'idiot, soufflai-je. Vous êtes des idiots complets. Ma maison est évaluée à 450 000 €. Vous la lui vendez combien? 100 000? C'était le seul moyen, cria Camille. Marcus, dis-je dans le téléphone, l'acheteur est le requin solitaire. C'est un stratagème de prêt prédateur et d'extorsion. Si nous allons à la police, la vente est nulle de toute façon comme produit du crime. Pas de police, cria Jérôme. Alice, pas de police. Vinny me tuera si la police est impliquée. Marcus, attends une seconde, dis-je. J'ai mis le téléphone en silencieux. J'ai regardé ma famille. Ils étaient pathétiques. Ils avaient détruit mon sanctuaire, envahi ma vie privée, et avaient essayé de me voler à main armée, tout cela par peur et incompétence. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix tremblant sous l'effort de la garder stable. Je ne lève pas le gel. La maison reste mienne, mais je n'appelle pas la police contre Vinny tout de suite. Alors quoi? Demanda Bérénice. Je vais parler à Vinny, dis-je. Tu ne peux pas, dit Camille. Il est dangereux. Moi aussi, dis-je. Je suis la femme dont il essaie de voler la maison. Et contrairement à vous trois, j'ai un avocat au téléphone et une trace écrite qui peut le mettre en prison pour fraude hypothécaire, ce que le FBI prend très au sérieux. Vinny veut de l'argent. Il ne veut pas d'une enquête fédérale. J'ai regardé Jérôme. Donne-moi le téléphone. Jérôme hésita. Donne-moi ce satané téléphone, Jérôme, ou j'appelle la police maintenant et je te dénonce pour contrefaçon. Il me tendit le téléphone. Il sonnait toujours. Je répondis, où est mon argent, Géry? Une voix rauque grésilla. Bonjour, Vincent, dis-je. C'est Alice, la propriétaire de la maison que vous essayez de voler. Nous devons parler. Il y eut une pause. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Mettez Géry au téléphone. Géry est indisposé et la maison est gelée. Mon avocat a déposé une lie pendant cet après-midi. Vous n'aurez pas le titre et vous n'aurez pas la maison. Écoutez, madame. Non, c'est vous qui écoutez, claquai-je. Vous tentez d'acheter une propriété via une procuration frauduleuse. C'est un acte constitutif de RICO. J'ai un avocat à l'autre bout du fil qui rédige une déclaration sous serment pour le FBI. Je sais que vous ne voulez pas que les fédéraux regardent vos livres pour 80 000 € misérables. Silence. J'avais vu juste. Les gens comme Vinny prospéraient dans l'ombre. Ils exploitaient des gens comme Jérôme qui n'appelaient pas la police. Ils ne savaient pas comment gérer une femme qui parlait le langage de la conformité et de la réglementation fédérale.
Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Vinny, sa voix plus basse. Dangereux. Vous vous éloignez de la maison. Vous signez immédiatement une mainlevée du contrat, et en échange, je n'envoie pas le dossier au FBI. Et l'argent que Jerry me doit. C'est entre vous et Jerry, dis-je, regardant mon frère. Mais vous n'aurez pas ma maison. Il a jusqu'à midi demain, dit Vinny, ou il perd un pouce. Clic. Je rendis le téléphone à Jérôme. Tu as jusqu'à midi, dis-je. Alice, sanglota Bérénice. Tu n'as pas réglé. Tu as juste empiré les choses. J'ai sauvé ma maison, dis-je. Maintenant, vous trois, vous avez 12 heures pour trouver comment payer vos dettes sans utiliser mes actifs. Et pendant que vous faites ça, vous allez sortir. Sortir? Camille cligna des yeux. Sortez de ma maison, dis-je, pointant la porte. Sortez. Prenez votre pizza, prenez votre champagne, et quittez ma propriété. Tu ne peux pas nous mettre à la porte, pleura Bérénice. Je peux, dis-je, parce que si vous n'êtes pas parti dans 5 minutes, j'appelle la police pour signaler 3 intrus. Et considérant que vous avez falsifié un document légal aujourd'hui, je ne pense pas que vous vouliez parler à la police. Je l'ai fixé. La dynamique de pouvoir avait changé. La petite fille effrayée qui voulait leur approbation était partie, c'était la propriétaire. Camille me lança un regard furieux, son visage violet, mais il attrapa ses clés. Bérénice sanglotait, attrapant son sac à main. Jérôme me regarda comme si j'étais un monstre. J'espère que tu es heureuse, cracha Jérôme en passant devant moi. Je ne le suis pas, répondis-je, mais je suis à la maison. Je l'ai regardé partir. Puis je verrouillai la porte, glissai contre elle, et enfin, pour la première fois en 10 heures, je me permis de pleurer. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Mais ce n'était pas fini. La maison était en sécurité, mais la guerre ne l'était pas. Je connaissais mes parents. Ils n'accepteraient pas la défaite si facilement. Ils essaieraient de tourner cela à leur avantage. Ils essaieraient de détruire ma réputation. Et je devais toujours faire face au fait que mes parents avaient vendu ma vie pour une tranche de pizza au pepperoni. Le soleil du matin n'apporta pas de soulagement. Il apporta la pression lourde et suffocante d'une date limite. Midi. C'était l'heure que Vinny avait donnée à Jérôme. Je m'assis sur le sol de mon salon vide, buvant du café dans un gobelet en papier que j'avais trouvé dans ma voiture. Mes meubles avaient disparu. Mes rideaux avaient disparu. Mais les murs tenaient toujours. J'avais passé la nuit à changer les serrures et à installer un système de caméras de sécurité Wi-Fi que j'avais acheté dans un magasin ouvert 24h24. À 9 heures du matin, mon téléphone commença à vibrer. Ce n'étaient pas mes parents. C'était tante Sarah, puis oncle Michel, puis mon cousin Benoît. Alice, viens à la maison de maman. Nous devons parler. Alice, ta mère est hystérique. Que se passe-t-il? Alice, ne sois pas têtue. La famille passe avant tout. Ils avaient appelé la cavalerie. Mes parents, réalisant qu'ils ne pouvaient pas m'intimider seul et terrifiés par l'échéance de midi de Vinny, avaient monté un récit auprès de la famille élargie. Ils essayaient d'utiliser la pression sociale, l'arme de choix pour la famille respectable de banlieue, pour me forcer à lever la lie pendant avant que Vinny ne vienne réclamer. Je pouvais les ignorer. Je pouvais rester dans ma forteresse. Mais je savais que si je ne tuais pas ce récit maintenant, je serais la paria de la famille pour toujours. Il me peindrait comme la sœur avide qui a laissé son frère souffrir. J'avais besoin de mettre fin à cela publiquement. Je me suis douché, habillé avec mes vêtements de réunion clients les plus chics, un blazer ajusté et un pantalon, et j'ai saisi mon classeur. J'ai aussi pris mon iPad. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'était à 15 minutes de route et chaque kilomètre ressemblait à une marche vers la bataille. Quand je me suis garé, il y avait 4 autres voitures dans l'allée. Ils avaient convoqué un tribunal complet. J'ai marché dans la maison sans frapper. Ils étaient rassemblés dans le salon. Bérénice pleurait sur le canapé, serrant un mouchoir, flanquée de sa sœur, tante Sarah. Camille se tenait près de la cheminée, l'air sévère et noble. Jérôme faisait les 100 pas, l'air d'un fantôme, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. Oncle Michel et cousin Benoît étaient assis sur les chaises adjacentes, l'air grave.
La conversation s'est arrêtée quand je suis entré. Elle est là, sanglota Bérénice. Oh, Alice, Dieu merci. Dis-moi que tu as retrouvé la raison. Je suis venu rétablir les faits, dis-je, ma voix stable. Je ne me suis pas assise. Je me tenais au centre de la pièce, serrant mon dossier. Alice, assieds-toi, dit oncle Michel, sa voix douce mais ferme. Michel était le patriarche de la famille élargie, un homme que je respectais. Ton père nous a tout dit. Écoute, nous savons que tu aimes ta maison. Nous savons que tu y as mis du travail, mais c'est la vie de Jérôme. Nous ne pouvons pas laisser un malentendu sur des papiers se mettre en travers de sa sécurité. Un malentendu sur des papiers, répétai-je, regardant Camille. Est-ce ce que tu leur as dit? Camille se raidit. Je leur ai dit la vérité. Que nous avions un acheteur potentiel pour régler la dette de Jérôme et que tu as bloqué la vente par méchanceté parce que nous n'avons pas demandé la permission de la bonne manière. Méchanceté, dis-je, goûtant le mot. Tu leur as dit que j'agissais par méchanceté. Alice, intervint tante Sarah, tapotant la main de Bérénice. Nous savons que tu es indépendante. Nous savons que tu es particulière, mais tu as sûrement l'argent pour acheter une autre maison à rénover. Ton frère a des problèmes avec des gens méchants. Si tu ne libères pas ce titre avant midi, ils vont lui faire du mal. Comment pourrais-tu vivre avec toi-même? La pièce était lourde de jugement. À leurs yeux, j'étais la méchante. J'étais la femme froide, sans enfant, obsédée par sa carrière, thésaurisant sa richesse pendant que son petit frère souffrait. J'ai regardé Jérôme. Dis-leur, dis-je. Jérôme tressaillit. Dis-leur quoi? Dis-leur pourquoi tu dois 80 000 euros. Jérôme, dis-leur qui est l'acheteur. C'était un mauvais accord commercial, marmonna Jérôme, regardant le sol. Et l'acheteur est un investisseur. Mensonge, dis-je. J'ai ouvert mon iPad et je l'ai connecté à l'enceinte Bluetooth de la table basse. Une astuce que j'utilisais pour jouer de la musique pendant les vacances. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Camille, s'avançant. Je donne du contexte, dis-je. J'ai appuyé sur lecture sur l'enregistrement que j'avais fait de l'appel avec Vinny. Où est mon argent, Géry? La voix rauque de Vinny remplit le salon silencieux, forte et claire. Bonjour, et c'est Alice. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Vous tentez d'acheter une propriété via une procuration frauduleuse. J'ai un avocat qui rédige une déclaration sous serment pour le FBI. La couleur a disparu du visage de tante Sarah. Oncle Michel s'est redressé. Bérénice a cessé de pleurer et a fixé le haut-parleur avec horreur. J'ai laissé jouer jusqu'à la fin. Il a jusqu'à midi demain où il perd un pouce. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Il était plus lourd que le silence dans ma maison vide. Ce n'était pas un investisseur, dis-je, regardant autour du cercle de visages stupéfaits. C'est Vincent Morty, un requin solitaire. Jérôme n'a pas eu un mauvais accord commercial. Il a perdu 80 000 euros au poker en ligne et au paris sportif. J'ai les emails pour le prouver. J'ai lancé les impressions des emails sur la table basse. Oncle Michel les a attrapés, ses mains tremblantes. Et le malentendu sur les papiers, continuai-je, me tournant vers Camille. Ils ont falsifié ma signature. Ils ont utilisé une procuration que j'ai révoquée il y a 2 ans. Ils vendaient ma maison de 450 000 euros, pour 100 000 euros. Ils donnaient 350 000 euros de mon capital à un criminel pour couvrir la dépendance au jeu de Jérôme. J'ai regardé tante Sarah. Vous avez demandé si je pouvais vivre avec moi-même. Je suis la seule ici à essayer d'arrêter un crime fédéral. Si cette vente aboutit, nous sommes tous complices de blanchiment d'argent. Est-ce vrai? Demanda oncle Michel, sa voix basse et dangereuse. Il regardait Camille. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il avait l'air défait, soudainement vieux. Nous essayons de le sauver, murmura Bérénice. C'est mon fils. Je suis votre fille, criai-je, le contrôle s'effritant enfin. Je suis votre fille, et vous étiez prêt à me laisser sans abri pour voler tout ce pourquoi j'ai travaillé juste pour le soutenir à nouveau. Vous ne m'avez pas demandé d'aide. Vous m'avez volé. Jérôme se mit à pleurer. De vrais sanglots affreux.
Je suis désolé, Alice. Je suis désolé. J'avais juste peur. Vous devriez avoir peur, dis-je. Parce qu'il est 10h30. Vous avez 90 minutes. Que faisons-nous, demanda tante Sarah, l'air paniqué. Nous ne pouvons pas le laisser se faire blesser. Je ne lève pas la lit pendant, dis-je fermement. Ma maison est hors de question pour toujours. J'ai regardé Camille et Bérénice. Vous avez un compte de retraite, n'est-ce pas, papa? Vous avez un 401K. Vous avez du capital dans cette maison. Camille pâlit. C'est notre nid. Nous ne pouvons pas y toucher. Mais vous pouviez toucher au mien, demandai-je. La cruauté de la chose me coupa le souffle. Ils étaient prêts à brûler mon avenir pour sauver leur retraite. Si vous voulez sauver ces pousses, dis-je, je suggère que vous appeliez la banque ou Vinny, mais laissez-moi en dehors de ça. Je me suis approché de la table basse, j'ai pris mon iPad et j'ai regardé oncle Michel. Je m'en vais. Si quelqu'un s'approche de ma propriété à nouveau, je porte plainte. Et Mike, je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Alice, dit Mike, se levant. Il ne regarda pas sa sœur. Il me regarda avec une nouvelle expression, le respect. Va-t'en. Nous nous occupons de ça. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière ma mère, qui pleurait maintenant, ou mon père, qui était affalé dans la défaite. J'ai marché dans l'air vif du matin, et pour la première fois en 24 heures, le poids sur ma poitrine avait disparu. Les répercussions furent rapides et brutales, mais elles ne m'atteignirent pas. J'ai appris plus tard, grâce à des mises à jour concises de tante Sarah, qui était devenue mon seul contact avec cette partie de la famille, ce qui s'était passé à midi. Camille et Bérénice avaient vidé leurs économies d'urgence et avaient contracté un prêt d'urgence à taux d'intérêt élevé sur les titres de leur propre voiture pour réunir les 80 000 euros. Ils ont rencontré Vinny sur un parking et ont payé la dette. Jérôme a gardé ses pouces, mais il a perdu son filet de sécurité. Sans ma maison comme tampon, la pourriture financière dans la vie de mes parents était exposée. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens en vivant de crédit pour maintenir les apparences. Le prêt qu'ils ont contracté pour sauver Jérôme les a brisés. En 6 mois, ils ont mis leur propre maison sur le marché, une réduction qu'ils ont affirmé être planifiée, mais tout le monde connaissait la vérité. Quant à l'aspect juridique, Marcus Thorne était impitoyable. Nous n'avons pas envoyé Vinny au FBI. C'était une carte que je gardais sous le coude, juste au cas où, mais nous avons poursuivi le notaire qui avait notarié l'acte falsifié. Elle a perdu sa licence et a fait face à des accusations criminelles, se retournant contre mes parents pour se sauver elle-même. Elle a admis que Camille l'avait fait pression. Pour éviter une condamnation pour fraude criminelle qui aurait privé Camille de sa pension, mes parents ont accepté un règlement. Ils ont payé mes frais juridiques, le coût des déménageurs et la valeur de remplacement de chaque article qui avait été vendu ou perdu. Cela a effacé les dernières de leurs économies. Mais la vraie résolution n'était pas dans le compte bancaire. Elle était dans le silence. Je suis retourné chez moi. Il m'a fallu 3 mois pour la restaurer à ce qu'elle était. J'ai acheté un nouveau canapé. J'ai trouvé une nouvelle table à manger dans une vente de succession et je l'ai retapissée. Le ponçage agissait comme une thérapie. J'ai peint les murs d'une nouvelle couleur, un vert sauge doux et calme, effaçant le souvenir du chaos beige. Un soir, environ 4 mois après l'incident, j'étais dans mon jardin en taillant les rosiers dont Madame Dubois s'était tant inquiétée. Ils sont magnifiques, Alice, a appelé une voix. J'ai levé les yeux pour voir Madame Dubois se pencher par-dessus la clôture, un sourire chaleureux sur son visage. Merci à vous, dis-je, marchant vers la clôture. Si vous n'aviez pas appelé, j'aurais tout perdu. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle en ajustant ses lunettes. Vous ne laissez jamais les choses inachevées. Et vous ne partez certainement pas sans dire au revoir. J'ai souri, sentant une boule dans ma gorge. Ma propre mère ne me connaissait pas aussi bien que cette voisine. Je vous ai apporté quelque chose, dit-elle, me tendant un récipient Tupperware par-dessus la clôture. Crumble au mur de mes propres baies. Merci, Madame Dubois. Vous savez, dit-elle en baissant la voix. J'ai vu une voiture passer lentement hier. Elle ressemblait à votre frère. Je me raidissais. S'est-il arrêté? Non. Il m'a vu assise sur le porche avec mon chien et il a continué son chemin.
Il avait l'air mal en point. Il n'est plus mon problème, dis-je. Et la vérité de ces mots ressemblait à une libération physique. J'ai une ordonnance restrictive. S'il revient, il va en prison. Elle hocha la tête avec approbation. Bien. Protégez votre paix, cher. Vous l'avez construite. Je l'ai fait, dis-je, regardant ma maison. Les fenêtres luisaient d'une lumière chaude. Les nouveaux rideaux étaient tirés. Ce n'était pas seulement une structure de bois et de briques. C'était un témoignage de ma survie. J'avais enlevé la pourriture, non seulement dans les murs, mais dans ma vie. J'avais coupé les poutres toxiques qui menaçaient de faire s'effondrer toute la structure. J'étais en froid avec mes parents. Je n'avais plus de relation avec mon frère. Pour certains, cela pourrait ressembler à une tragédie, mais alors que j'étais là, dans le crépuscule, mangeant du crumble au mur et écoutant le vent dans les arbres, j'ai réalisé que ce n'était pas une tragédie. C'était une restauration. J'avais restauré ma vie à son état initial prévu, paisible, sécurisé, et entièrement à moi.